Bonjour, comment allez-vous ce matin? Nous sommes le 6 octobre, voilà, c'est le premier Bonjour c'est Prisme de octobre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end aussi également. Moi je suis éclataxe. J'avoue que peut-être que ce matin, par ma garde, sur mon réveil, au lieu d'appuyer sur répéter, j'ai peut-être appuyé sur annuler, et du coup ça a repoussé mon réveil d'une bonne heure facile. Donc du coup je suis un peu éclataxe, mais ça va aller. C'est pour ça que j'ai la voix un peu grave, parce que réveillé il y a 20 minutes du coup ce matin. Donc voilà, c'est bon. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine aussi également. Et un bon week-end aussi également. Il y a eu la tempête aussi hein, ce week-end. On va en parler d'ici quelques instants dans l'actu du matin. Ensuite, on suivra évidemment avec le planning de la semaine qui n'est pas sorti sur les réseaux. Donc voilà. Je vais vous en parler. Géomatin, bien sûr, on ira faire notre petit tour de géographie comme d'habitude. On ira faire un petit tour de la météo, évidemment. L'astromatin, évidemment, les recommandations TV et séries comme d'habitude. Voir ce qui a le mieux marché la semaine dernière avec Audimat. Ce qui sort cette semaine au cinéma avec à l'affiche. On va aller parler, bien sûr, du GP de Singapour et du GP Explorer aussi également dans le briefing du paddock, et on terminera bien sûr avec le top 5 de Prisme cette semaine parce que il y a besoin, bien sûr. Il y a du contenu cette semaine. Voilà. On y va pour l'actu du matin. C'est parti, on va voir ce qui croustille en ce moment au niveau actu, et c'est comme d'habitude, c'est pas fameux. On va démarrer tout de suite, malgré que le micro se décroche un peu, mais c'est bon. Tout de suite avec, je vous en ai parlé il y a quelques minutes évidemment, de la tempête Amy, hein, évidemment. Je vais aller régler un petit peu la caméra parce que je trouve qu'elle est un peu claire aujourd'hui, je trouve. Euh, voilà. Bref, alors la tempête Amy, effectivement. Cette fameuse tempête Amy qui a frappé le nord-ouest de la France dans la nuit et la journée du samedi 4 octobre, évidemment. Elle a provoqué des vents violents dépassant souvent les 100 km/h le long des côtes de la Manche en Normandie, et la rafale la plus puissante a été mesurée à 131 km/h au cap de la Hève. Voilà, c'est comme ça dans la semaine dernière, je ne sais pas où c'est. Plusieurs autres stations ont relevé quand même des valeurs à 110 voire même 120 km/h quand même. Sur le plan humain, quand même, le bilan est d'au moins deux morts, hein. L'un dans l'Aisne est victime d'un accident de route causé par la chute d'une branche d'arbre, et l'autre en Seine-Maritime, noyé sous les faits des intempéries. Une femme de 22 ans, passagère du véhicule accidenté, a été grièvement blessée. Les dégâts matériels sont assez importants, des toitures arrachées, chutes d'arbres, perturbations dans les transports. En Normandie, c'est jusqu'à 13 000 foyers qui ont été privés d'électricité, et des interventions d'urgence sont en cours pour rétablir le courant et sécuriser les zones sinistrées. Sur le plan météorologique plus large, la tempête Amy s'inscrit dans un phénomène de vaste ampleur ayant également touché l'Irlande, la Grande-Bretagne et l'Écosse. En France, c'est surtout le littoral de la Manche qui a subi les plus fortes rafales, mais en terre intérieure, non, les terres intérieures n'ont pas été épargnées non plus également. Ce bilan du coup demeure provisoire parce qu'il y a des investigations qui sont encore en cours, hein, évidemment, pour préciser l'ampleur des destructions et les circonstances exactes des décès, évidemment. Deuxième info, ce matin, c'est Sébastien Lecornu, hein, évidemment, nommé Premier ministre, on vous rappelle, le 9 septembre 2025, qui, voilà, a enfin dévoilé une première partie de son gouvernement. On va dire celui-ci succède au gouvernement Bayrou, renversé par un vote de défiance, on va dire, hein, qui devait être... et du coup, il devait être composé à terme d'une vingtaine de ministres. Euh, ce nouveau gouvernement devrait être composé d'une vingtaine de ministres, c'est ça que je voulais dire. La composition annoncée du coup hier soir concerne les ministres en plein exercice en grande partie. Euh,
Parmi les noms dévoilés figurent Elisabeth Borne qui retourne à l'éducation nationale, Emmanuel Valls pareil aux Outre-mer, Gérald Darmanin à la justice, Bruno Retailleau à l'intérieur, le retour de Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, mais cette fois-ci aux armées. On a Catherine Vautrin au travail, aux solidarités, à la santé et aux familles, elle a tout. Euh, on a Roland Lescure à l'économie et aux finances, Rachida Dati qui retourne à la culture, on a Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères et Mathieu Lefebvre chargé des relations avec le Parlement. Ce premier tour laisse entendre que d'autres ministres, des ministres délégués et secrétaires d'État seront révélés dans les jours qui viennent, notamment après les discours de politique générale du nouveau Premier ministre devant l'Assemblée nationale et puis le Sénat. Évidemment, l'annonce ne passe pas sans critique, parce que le fameux Jean-Luc Mélenchon dénonce une continuité marquée avec les anciens gouvernements, tandis que Jordan Bardella alerte sur le risque de censure si cette ligne se confirme. Le gouvernement sera soumis à ces critiques dans les jours qui viennent, évidemment, notamment lors du vote de confiance et du premier conseil des ministres prévu cette semaine autour du président. Je crois que c'est aujourd'hui ou mercredi, je crois, pour le premier conseil des ministres. Troisième info, c'est ce vendredi 3 octobre, l'enseigne Otakos qui a lancé une opération promotionnelle spectaculaire. Un tacos taille M proposé à 3 euros. C'était pour célébrer ce qu'ils appelaient la French Tacos Day. Et l'inauguration de leur 400e restaurant en France. L'offre sans limite d'achat a attiré de très nombreux clients dans les plus de 150 restaurants participants. Mais ce qui devait être un coup marketing marquant est devenu rapidement chaotique. Dans plusieurs villes de France, des files d'attente interminables se sont formées dans la rue. À l'intérieur de l'établissement, les effectifs n'ont pas tenu le choc face à l'afflux, entraînant des mouvements de foule jugés même dangereux. On signale des malaises, des bagarres, voire des dégâts, vitres brisées ou grilles endommagées, dans certains cas, évidemment. Des employés débordés ont dû appeler les forces de l'ordre et certaines enseignes ont même fini par stopper leur service carrément pour des raisons de sécurité, évidemment. Tous n'ont pas quitté les lieux bredouilles. Certains clients ont finalement obtenu leur tacos après une longue file d'attente, tandis que d'autres sont partis évidemment sans rien, faute de stock ou de patience aussi. De son côté, Otakos salue le fort engouement, tu m'étonnes, suscité par l'opération et considère sa promotion comme un succès en termes de visibilité, baptisant ce tacos héros de la journée. Je suis pas sûr qu'il a bien fait de glorifier un petit peu cet événement. Enfin bref. Autre événement du coup qui était national cette fois-ci, c'était le 28 septembre, la marine française a intercepté le pétrolier Pouchpa, aussi désigné sous le nom de Boracay, au large de Saint-Nazaire. Voilà, on était impacté du coup. Ce navire est soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe, un réseau de tankers utilisé pour contourner les sanctions orientales imposées par la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ce pétrolier de 244 mètres officiellement immatriculé au Bénin était censé relier le port de Primorsk en Russie jusqu'à Vedinar en Inde, mais sa trajectoire s'est révélée erratique. Il a navigué dans les eaux danoises entre le 22 et le 25 septembre, au même moment où des drones ont survolé Copenhague. Bizarre. Perturbant le trafic aérien évidemment à l'époque. Certains spéculent qu'il aurait pu servir de plateforme de lancement ou de relais alors que d'autres navires suspects étaient aussi dans la zone. Cette hypothèse évidemment reste à confirmer. Macron lui-même appelant à la prudence, toujours. L'arraisonnement a été motivé par des incohérences relevées dans les documents du navire, absence de justification de clair de pavillon, voilà, il n'y avait pas de drapeau, refus d'obtempérer aux ordres de la marine française aussi également. Il y a eu 2 membres de l'équipage qui ont été placés en garde à vue. Le commandant de nationalité chinoise a été convoqué à comparaître à Brest en février 2026 pour refus d'obtempérer, du coup, ça c'est clair. Du coup, cette opération s'inscrit dans la stratégie affichée de la France de politique d'entrave vis-à-vis de la flotte fantôme afin de limiter les moyens de Moscou de financer son effort de guerre. Mais l'affaire présente aussi une dimension assez diplomatique parce que du coup, le président russe a dénoncé l'arraisonnement comme un acte de piraterie, affirmant qu'il n'y avait aucune justification légale à cette intervention. Du coup, après plusieurs jours d'immobilisation
d'immobilisation au large de Saint-Nazaire. Le pétrolier a finalement repris la mer jeudi soir selon les données maritimes. Il a repris sa route vers le sud-ouest, cap sur le canal de Suez dans l'espoir de rejoindre sa destination initiale. Du coup, le cas du Pushpa Boracay illustre parfaitement les méthodes opaques de la flotte fantôme russe. Changement de nom fréquent, de pavillon, d'identité juridique, de propriété, autant de stratégies pour échapper à la surveillance, aux sanctions et aussi au contrôle. Et dernière info ce matin, une fusillade a éclaté vendredi soir dans le quartier des Moulins à Nice, faisant au moins 2 morts et plusieurs blessés. Vers 21h, plusieurs individus seraient arrivés sur la place Amaryllis, pardon. Je sais pas pourquoi. À bord d'un véhicule de type Peugeot 3008, des tirs ont été échangés, évidemment toujours des personnes présentes dans le secteur. Le véhicule utilisé lors de l'attaque était un modèle volé à Marseille le 30 septembre et circulait avec de fausses plaques. Il a été retrouvé calciné évidemment le lendemain dans la zone résidentielle de Moulins-le-Haut. Du coup, stationné sur la voie publique, le feu a aussi endommagé une voiture stationnée devant lui. Parmi les victimes, un jeune homme d'une vingtaine d'années et un homme d'une cinquantaine d'années qui ont évidemment succombé à leurs blessures. Le bilan des blessés est de 5 personnes, dont certaines dans un état grave. Parmi elles figurent 2 mineurs. Les identités précises des victimes n'ont pas été rendues publiques. L'enquête a été immédiatement évidemment placée en flagrance des faits d'homicide en bande organisée, de tentative d'homicide en bande organisée toujours, et d'association de malfaiteurs. Les forces de police sont mobilisées pour retrouver les auteurs toujours en fuite évidemment. Le contexte laisse fortement penser à un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants dans ce secteur déjà touché par la violence liée au gang. Voilà, c'est pas des infos forcément super, mais voilà, c'est comme ça. On continue tout de suite avec le planning de la semaine. On va voir ce que je vous prévois cette semaine sur la chaîne. Alors, cette semaine, du coup, pas de live le soir, vous allez voir. Pour des raisons évidentes que je suis pris tous les soirs, évidemment. Donc, cette semaine. Évidemment, bonjour, c'est Prisme que vous êtes en train de regarder comme chaque lundi, évidemment. Mardi, du coup, demain matin, on commencera le nouveau let's play, puisque je vous rappelle qu'on a terminé Life is Strange la semaine dernière. Donc on commencera du coup Spider-Man Miles Morales, voilà, à 11h, et on continuera évidemment sur Sleeping Dogs à 13h. Mercredi, on continuera évidemment la carrière de notre joueur au FC Nantes sur FC 25, évidemment. Je sais que FC 26 est sorti, mais on va continuer sur FC 25 pour l'instant. Et ensuite, il y aura le grand retour à 13h. Sur F1 Manager 2024, on recommencera la PRT évidemment. Et ça va faire plaisir. Donc le retour du F1 Manager, c'est mercredi à 13h. Jeudi, on continue évidemment Sleeping Dog, ça fait toujours plaisir. Et on terminera, j'espère, ensuite après à 13h. On terminera, j'espère, House of Ashes. Il serait peut-être temps de le terminer celui-là. Vendredi, évidemment, on revient pour un petit PGC, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de PGC. Donc on reprendra PGC. Et ensuite, à midi, on fera de The Witcher, qu'on n'avait pas fait la semaine dernière pour des raisons de fatigue. Mais on fera ça, du coup, vendredi à midi, et ça fait plaisir. Voilà, bello planning cette semaine. Ça fait plaisir. Pas mal de jeux, pas mal de choses. Ça fait plaisir. Et je vous annonce possiblement le retour de Corvus sur la chaîne la semaine prochaine. Normalement, on devrait pouvoir coordonner, voilà, c'est mieux, nos, nos plannings afin de refaire au moins un live ensemble chaque semaine. Et ça sera cool, évidemment. On continue avec Géomatin. On va aller s'amuser un petit peu en géographie. Et voilà, tout simplement. On va se faire plaisir, tout simplement. C'est parti pour Géomatin.
Évidemment, comme d'habitude, petite musique. Voilà. Allez, on va commencer comme chaque semaine par du petit Saint-Nazaire quand même. Voilà. Voilà, tout simplement. Hop. C'est parti. Alors. Jouer. Let's go, jouons. Oula. Si. Si. On est à côté du bowling. Par contre, je suis au croisement de ce truc-là, je pense. Ouais, voilà. Allez, de la merde irdoise, c'est ça. Effectivement. Allez hop, ça c'est offert par la maison. Oui. On est sur le parking du marché couvert. C'est bien changé d'ailleurs. Église de Méan. Ici. Web. Avenue de la Rep. L'avait écrit. Pour moi, on est là. Hein. Un peu plus loin, mais on est là, ouais. Ouais. Voilà, 25 000 en 1 minute. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Bien sûr. Voilà, 1 minute, tout pile. Je crois que j'ai battu mon record, je crois. J'ai pas battu mon record? Non, j'ai pas battu mon record. Mon record, c'est 36 secondes. Non. Non. Ça, c'est le quartier Villeneuve ou Immaculé, ça. Ouais, peut-être plus Immaculé quand même. Ah non, c'est Villeneuve, limite Québray. Hein. Allez là où c'est. Les Québray, c'est là. En fonction de là où on est, on doit être par là. Oui. Cinéville. Ici, on doit être rue de la Guyane et on doit être ouais, un peu après le bâtiment, on doit être par là. Suivant. À l'école Victor Hugo, faut chercher le Super U qui doit être visible de loin, qui est là. Du coup, on est par là. On doit être au croisement là. Voilà. Ça, c'est le camp de gitan derrière le cimetière de Méan. Donc, du coup, on doit être là. 25 mètres, ça passe quand même. C'était chaud. Waouh, ça a changé ici. Hein. Ah bah oui, bah, y a des bus jaunes aussi. En même temps, ça c'est une Street View de 2008. Hein. Les concessionnaires ici n'existent plus. Et c'est toujours le feu vert par contre. Mais waouh, une XM, la vache. Du coup, ouais. Je perds du temps là. On doit être sur ce parking là. Bon, je vais pas compter les allées. Allez, 1, 2, 3. Pratiquement avec la quatrième. 1, 2, 3. Pratiquement avec la quatrième. C'est là où je me suis placé en plus. Voilà. Rejouer. Alors. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Villeneuve. On va aller faire des villes de France. Je dois commencer le clip à quelle heure t'as après? 46. Oh bah ça va, on a 16 minutes après. Là il me met des cols ce matin là, ça y est. Le stop là, dis-moi quelque chose. Dis-moi que c'est un endroit que je connais le stop là. Non. Ça me dit
dit rien. Ça me dit rien. Chemin des infirmières. Ça me dit rien du tout. Rue du Stade de Porcé, bah ah. Je connais cette rue, la rue du Stade de Porcé. Ah oui, du coup, je la connais. Ouais. Ah, du coup, on était par là, peut-être. Pour moi, on est là. Hein. Enfin, on est plus loin. C'est pas grave. C'était compliqué, là. Ok. Bouletterie. Bon, on est là, mais... Ouais. MDR. On n'a pas besoin de plus avancer, hein. Hein? Bien sûr. On n'a pas besoin. Allez, Tulip, du coup. Qui est là, et on est au bout, on était pratiquement au niveau des garages. Ouais, on était au milieu, donc on est vraiment au fond, là, pratiquement. Ouais, bon, ça va, 6 mètres. Louis Carré. Ah bah oui. On est pas loin de l'alerte de Méan. Louis Carré, c'est là, et on est au croisement ici. Bon, on n'a pas les 25 000 parce qu'on s'est gouré à Porcé, mais c'est pas grave. C'est parti, ville de France. Allez. « 0247. Déjà, on est dans le nord-ouest de la France pour du 02. Il y a des ardoises, donc ça peut être Normandie ou Bretagne. Ou Pays de la Loire aussi un peu. Enfin, Pays de la Loire. Nord-Loire, évidemment. Ça peut être la Bretagne. Hein. Ah, ouais, on est en Chine, du coup. Non, je déconne. École maternelle François Rabelais. Tu veux pas me dire de quelle commune tu es? Dommage. Dommage. Là, il y a une affiche. Tu vas me dire de quelle ville tu es? Putain, merde. Tours. Ah ouais, bah non. C'est pas la Bretagne. C'est Tours. Bleu. Ouais. Fil bleu, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Tours, ouais. Bon, on est à Tours. J'ai que ça pue la Bretagne, mais non. Est-ce qu'on peut me donner le nom du boulevard? Parce qu'il a l'air assez important. Rue Giraudot. Place Rabelais. La rue Giraudot, elle est là. On est sur de base la rue Entrague. Qui est là. On arrive au croisement avec la rue Général Chanzy. Qui est là. Donc on est sur le bon truc. Notre maison est un peu enclavée entre deux trucs. Il y a normalement deux espaces. Ça pourrait être celle-là. Et c'était l'autre. Mais c'est pas grave. Alors, ça pue le sud-ouest. Hein. Sud-est, pardon. Ça pue le sud-est. Hein. Et je peux me gourer, hein, toujours. Je suis bien gouré hein, sur la Bretagne juste avant. Il y a des villes qui possèdent des ardoises autres que la Bretagne. 6e, 8e arrondissement. Bon, bah, ça pue Marseille, ça.
Déjà, c'est le sud, ça c'est sûr. Il y a la mer pas loin. Alors attendez, hein, ça se trouve, ça peut se trouver. Déjà, je peux avoir une confirmation Marseille. Normalement, ça peut être que Marseille, hein. Il y a de la flotte, il y a des, bon, il y a des énoncements d'arrondissement. On est dans le 8e arrondissement, rue du commandant Holland. On est à Marseille. On a la flotte un peu à notre ouest, ça me semble un peu normal. Le 8e, où est-ce qu'il est le 8e? Le 8e doit être un peu plus bas. Il y a le 7e là. 5. Toujours une tannée à trouver les arrondissements. 6. Alors 5, 6, 7. Il parlait de quel arrondissement lui, le panneau là? Du 6e et 8e arrondissement. Alors s'il parle du 6e... Chelou quand même. Et là c'est quoi? Base antique, Rouca blanc. Huitième. Il est là le 8e. C'était comment le boulevard déjà? Commandant Roland. Ah mais là on a quand même le... Là. Ouais, c'est là. Chez le bot. On doit être par là. C'est que j'ai aucune foutue idée de... Là il y a des bâtiments. Ouais, ça peut être ça. Là j'ai une petite maison là. Ça pourrait correspondre à ça. Là, ça peut être l'allée de la mer parce que ça a l'air d'être une voie privée. Donc oui c'est là. Ok. Retravailler ouest. Ça peut être la Bretagne. D'ancien Angers. C'est le logo d'Angers sur le panneau là. Après ça reste du Nord-Loire. Hein. Je vous avais dit, hein, le Nord-Loire a des ardoises aussi également. Hein. Ouais, la caméra elle a un problème là. La caméra a un problème, j'ai dit. Plus j'appuie, puis je retourne en arrière. Ok, d'accord, donc la caméra a bugué. J'ai fait bugger la caméra. Enfin, je suis tombé sur une street view qui est pourrie, ça arrive. Ça arrive. Problème, c'est que j'aimerais bien trouver dans quel quartier d'Angers je suis. Surtout que c'est quartier résidentiel et que c'est pas simple à définir. Surtout dans une ville à la taille d'Angers. C'est une mairie annexe peut-être ça? Non. Lycée professionnel Simone Veil. Un lycée pro. Alors un lycée pro... Non, là, il me faut des... Non, c'est tellement grand, Angers, qu'il me faut des panneaux pour définir le quartier. Parce que là, peut-être. Île d'Arrêt d'Histoire, ouais. Là, ça va être un grand boulevard, peut-être visible. Putain, il y avait le panneau il y a 2 secondes, quoi. Maurice Tardard. Maurice Tardard, est-ce que ça se voit de loin? On est sur un boulevard qui fait un nord-sud. C'est pas comme si on avait des masses, des nord-sud. Ah bah voilà. Maurice Tardard. Salpinte. Lycée professionnel Simone Veil. Alors, on va se trouver.
Rue de l'Apprenti. Ouah, je suis tombé sur une Street View. Les caméras doivent être pétées dans le coin. Landmore. Landmore, je suis. L'Apprenti, je suis. On est juste là. Ok. Avant-dernier round. Nous y sommes. École Saint-Michel, catholique. Ok, d'accord. Il y a de la brique, hein, mais ça me fait pas penser forcément au nord. Ça peut, mais je sais pas, là, j'ai pas le feeling du nord. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de briques. Hein. Ouais, il y a quoi. Ah, Mer du Havre. Ouais, donc ça peut être le Havre du coup. Hein. En vrai, ouais, le Havre. Ok, c'est pour ça que j'ai pas le feeling du nord. Nord. Hôtel de ville à mon est, de la plage à mon ouest, ce qui semble logique pour l'instant. J'arrive sur un grand boulevard. Est-ce que là, on peut me l'indiquer rue Georges Braque. Bon, rue Georges Braque qui a l'air de faire vraiment un ouest-est assez significatif. Donc, non mais c'est une rue. Alors c'est pas dit que place de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, on m'a dit, était à mon est. Hein. Alors, du coup, on peut être que là. Oui, c'est ça, Georges Braque. On était sur Pierrefort. Pierrefort. Maintenant, on n'en a plus qu'à se retrouver. Je pense qu'on était dans ce coin-là. On était à côté d'école Saint-Michel. On était dans la rue. Est-ce que j'ai un panneau de rue? Merde, j'ai pas de panneau de rue. Là, j'en ai un, mais je suis pas sûr. Vu le croisement, en vrai. École Saint-Michel, voilà, je me disais ce croisement tout à fait collé. On est à l'entre-deux bâtiments, on est pratiquement là. Allez, c'est bon. Dernier point. Résidence Les Glaïeuls. Wow. Wow. Oh, t'abuses. Conseiller en ressources humaines. 0,5. On est dans le sud-ouest. Ça va être Bordeaux. C'est Bordeaux. C'est Bordeaux. 100% c'est Bordeaux. Je suis sûr c'est Bordeaux. C'est Bordeaux. Avenue de la République. Je suis sûr et certain c'est Bordeaux. Les panneaux de rue c'est Bordeaux. Avenue. Ouais, le problème c'est qu'il y a beaucoup de cours à Bordeaux et que les avenues se font rares. Donc si j'en vois une... ouais, mais je pense pas qu'elle doit être bien visible parce que ça n'a pas l'air d'être une rue très épaisse. Donc elle doit pas être visible de loin. Mérignac Centre. Déjà ça nous donne un peu une... Mérignac Centre. Avenue de la République. Ok. On est... Je suis parti de quel côté? Je suis parti de ce côté-là, je crois. Ça? Avenue de la République, c'est ça. Etchenik. Qui est à son nord. Etchenik, Avenue de la République, Etchenik. Je suis au croisement avec la résidence des Glaïeuls. Il doit y avoir peut-être une petite rue style ça. C'est bon! Parfait! Parfait! Et ben voilà, on a bien bossé ce matin. Et en plus, on est dans les temps. Incroyable, non? Et sinon... Information de dernière minute. On vient de m'informer effectivement que il est en train de parler là. Il va commencer à parler effectivement. Sébastien Lecornu du coup démissionne ce matin
a déposé sa démission ce matin après une levée de bouclier contre son nouveau gouvernement. Du coup, le chef d'État, Emmanuel Macron, a accepté le départ du Premier ministre qui devient du coup le plus éphémère de la Ve République après 27 jours seulement à Matignon. Voilà, donc c'est le mandat le plus court jamais observé pour un Premier ministre en exercice dans la Ve République. Et si vous voulez savoir les raisons imminentes de Sébastien Lecornu, bon, vous irez voir après hein, l'émission, mais il est en train effectivement de s'exprimer depuis Matignon à l'instant. Et apparemment, selon la plupart enfin une grande partie des partis politiques d'opposition réclament une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà. C'est vrai que la première partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, du nouveau gouvernement qui a été dévoilé hier ne plaisait pas. Et c'est pour ça que du coup, ben voilà, le nouveau Premier ministre est déjà démissionnaire. Merci Sophie pour cette info, bien sûr. C'est vrai que j'aurais pas pensé voir ça, mais comme quoi, vous voyez, comme quoi même les infos arrivent pendant l'émission, évidemment. Donc du coup, voilà, je vous ai réaffiché l'image de monsieur que je pouvais pas voir sa gueule. Et c'est très bien qu'il s'en aille. On y va tout de suite avec la météo. Peut-être que la météo sera meilleure que les infos du coup ce matin, mais on va voir ça. La météo ce matin, est-ce qu'elle sera bonne contrairement à ce qui se passe à Matignon actuellement? Eh ben, je pense que oui, on a une bonne semaine. Enfin, en tout cas, pour l'instant une belle journée d'automne avec des températures d'automne, hein. On a des températures encore assez correctes. On voit par exemple, on va dire 19 degrés sur la côte atlantique. On voit un petit peu plus chaud, évidemment, comme d'habitude, sur le golfe du Lion avec du 21 et du 22 degrés. Un petit peu plus frais, évidemment, et un petit peu de nuages sur la côte nord et sur le Grand Est. Évidemment, avec des températures un peu plus basses avec du 13 degrés, par exemple, à Strasbourg ou à Belfort par exemple. Et puis ensuite, voilà, une belle journée d'automne aujourd'hui en France. Et pour demain, bah, ça sera un peu pareil aussi également, avec des températures légèrement peut-être plus chaudes. On voit déjà 1 degré de gagné sur la côte atlantique, à part pour Brest évidemment, qui reste toujours un peu plus frais. On voit que le ciel se voile un peu davantage sur la côte atlantique et un petit peu sur les côtes de Manche également, et que les nuages qui étaient sur le Grand Est aujourd'hui vont peut-être s'éloigner sur le côté est de l'Europe avec des températures du coup un peu plus gagnées puisque les nuages s'en vont et que le soleil s'éclaircit, et du coup ça gagne un petit peu de degrés sur la partie nord de la France, et toujours des températures un petit peu bonnes aussi sur le golfe du Lion, un petit peu plus frais parce qu'on est toujours sur du 20, 21, 22 degrés, légèrement plus frais, mais ça doit être avec une légère brise supplémentaire. Sinon, bah, on a toujours quand même un beau temps d'automne avec des nuages peut-être un peu plus forts et un peu plus d'ombre du coup sur la partie nord avec par exemple 18 degrés à Lille ou alors 18 degrés aussi également à Amiens. Voilà, par exemple. Et le reste de la semaine, est-ce qu'il va faire beau? Ben oui, voilà, voilà, à part peut-être une petite traversée de nuages sur la France jeudi. Mais sinon, il va faire encore très beau sur une grande partie de la semaine, avec des températures qui sont peut-être au niveau du matin encore un peu frais, mais c'est normal, c'est l'arrivée de l'automne et puis le futur hiver qui commence déjà peut-être à pointer un peu son nez, mais pas trop. On a vraiment des températures de saison pour l'instant, avec de la fraîcheur matinale et un petit peu de soleil qui ravive un petit peu la température de l'après-midi, et ça c'est cool. Il y a un beau temps annoncé samedi, et c'est très bien parce que il y a des festivités pour nous samedi, et c'est très bien. Donc voilà, ça c'est très bien. On a une très très belle semaine pour la semaine, pour l'instant, et pourvu que ça dure évidemment. Que vous dire de plus à part que voilà, il y a de beaux temps annoncés et ça fait plaisir. En ce lundi 6 octobre, évidemment, on souhaite une bonne fête aux Bruno, mais pas tous, hein. Voilà, il y a certains Bruno, on ne leur souhaite pas bonne fête. Mais sinon, on souhaite aussi une bonne fête au Arthur. Voilà, évidemment. Le soleil s'est levé ce matin à 7h57 et se couchera à 19h18.
Et la citation de la semaine. Parfois le sang ne fait pas, pardon. Parfois le sang ne fait que circuler, mais ce sont les rires partagés et les épaules offertes qui créent une vraie famille. Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu cette météo de la semaine. Voyons voir si les astres nous présentent peut-être de meilleurs auspices cette semaine. Et évidemment, toujours comme d'habitude, petite musique. C'est parti en essayant de pas bégayer. Et évidemment, ce matin, ça sera mieux. Pour les béliers, en amour, c'est 3 étoiles. Tu veux tout de suite, mais ton partenaire aimerait juste un câlin et un peu de silence. Et c'est la patience, c'est gratuit et ça impressionne. Côté travail, 4 étoiles, ton énergie déborde, mais ton organisation un peu moins. Une idée brillante pourrait surgir entre 2 cafés ou 2 erreurs. Aussi, ça peut. Et côté santé, 3 étoiles, trop de café, pas assez d'eau, ton foie t'enverra peut-être un mail de protestation. Oula. Côté taureau, en amour, c'est 4 étoiles, les câlins et les plats faits maison. Voilà ton carburant. Si quelqu'un t'apporte un dessert, c'est peut-être l'amour. Ou un piège, selon la quantité de sucre, évidemment. Côté travail, c'est 2 étoiles, tu carbures lentement, mais sûrement, malheureusement, cette semaine, on te demande d'aller vite. Respire, Rome ne s'est pas faite en un lundi. C'est vrai que cette semaine, moi, ça bosse, hein, cette semaine. Côté santé, 3 étoiles, bonne forme générale, mais attention aux excès gourmands, ton estomac n'est pas un coffre-fort. Je le sais pourtant. Pourquoi je me suis remis au chocobon? Pour les Gémeaux, en amour, c'est 3 étoiles, tu séduis sans t'en rendre compte, mais tu te contredis dans la même phrase. Essaye d'avoir une ligne directrice, ou au moins pendant une conversation, évidemment. Côté travail, c'est 4 étoiles, ton cerveau tourne à plein régime, les autres suivent avec un léger retard, mais au moins t'as de quoi briller. Et pour la santé, 3 étoiles, mental au top, sommeil en option, rappelle-toi que les humains ont besoin de dormir, pas seulement de débattre. Pour les cancers, en amour, c'est 4 étoiles, tu as le cœur tendre et pour une fois, ça te réussit. Attends-toi à des messages doux et à un retour inattendu. Côté travail, c'est 3 étoiles, tu travailles bien. Tant qu'on ne te contrarie pas, évite les collègues trop bruyants ou trop enthousiastes. Et pour la santé, c'est 4 étoiles, bonne forme, mais attention à ton côté éponge émotionnelle. Tout le monde n'a pas besoin que tu portes leur drame. Pour les lions, en amour, c'est 3 étoiles, tu veux du grand spectacle, mais ton ou ta partenaire veut juste un week-end tranquille. Trouve un compromis. Peut-être un câlin dramatique, peut-être. Côté travail, c'est 5 étoiles, c'est ta semaine. Charisme, réussite, compliment que tu attendais depuis 3 mois, mais reste modeste. Modeste, pardon. Au moins jusqu'à mardi. Santé, c'est 4 étoiles, bonne énergie, mais ton ego pourrait te fatiguer plus vite que prévu. Hydrate-toi en eau, pas en flatterie. Pour les vierges, en amour, c'est 2 étoiles. Tu veux que tout soit parfait, même les émotions. Mais mauvaise nouvelle, l'amour n'a pas de mode tableur Excel. Du coup, lâche un peu prise. Côté travail, pour les vierges, c'est 5 étoiles, efficace, organisé, méticuleux. Tu es l'arme secrète du bureau. Les autres t'admirent et un peu te craignent aussi également. Et pour la santé, 4 étoiles pour les vierges, belle forme, mais ton stress te guette au détour d'un post-it. Essaie de respirer entre 2 listes. Pour les balances, en amour, c'est 4 étoiles. Séduisant ou séduisante sans effort, tu attires comme un aimant. Le souci, c'est que tu ne sais plus qui choisir. Bon, ce n'est pas un problème urgent, mais du coup, profite.
En travail, c'est 3 étoiles, petit désaccord possible, mais ton talent diplomatique sauvera la mise. Encore une fois. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, évite de chercher ton équilibre dans le chocolat. Enfin, pas tout le temps. Pour les scorpions en amour, c'est 5 étoiles, magnétisme au maximum, tu pourrais faire fondre un glaçon juste en le regardant. Si tu es célibataire, sors un peu ta dernière. Côté travail, c'est 4 étoiles, tes intuitions sont justes, mais ton fond-parler pourrait froisser. Du coup, tourne cette fois ta langue avant d'assassiner verbalement un collègue. Et pour la santé, c'est 4 étoiles, très bonne semaine pour les scorpions, bonne forme surtout si tu canalises ton énergie autrement qu'en rumination silencieuse. Pour les sagittaires en amour, c'est 3 étoiles, l'amour, oui, mais sans attache, sauf si c'est pour une aventure à l'autre bout du monde. Et c'est la stabilité, juste pour voir. Pour le travail, c'est 4 étoiles, des opportunités s'ouvrent, mais il faut rester concentré. Oui, même si c'est pour plus de 20 minutes. Pour la santé, ton corps suit ton enthousiasme, mais ton sommeil te supplie d'appuyer sur pause. Et santé, c'est 3 étoiles. Pour les Capricornes, en amour, c'est 2 étoiles. Tu mets ton cœur en arrière-plan, trop occupé à gérer le reste. Mais attention, l'amour ne se reporte pas en réunion Teams. En travail, par contre, vous excellez avec 5 étoiles. Tu avances, méthodique et implacable. Une reconnaissance importante pourrait tomber d'ailleurs. Et la santé, c'est 4 étoiles, solide comme une montagne, mais prends garde aux tensions musculaires ou émotionnelles. Pour les Verseaux en amour, c'est 4 étoiles, tu surprends ton entourage par une douceur inhabituelle. Ne t'inquiète pas, on le dira à personne. Travail, c'est 3 étoiles, ton originalité fascine autant qu'elle désoriente. Garde le cap, même si tout le monde ne comprend pas ton génie créatif. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, esprit vif, corps un peu fatigué, pense à t'aérer sur ton téléphone. Pour les poissons en amour, c'est 4 étoiles, l'ambiance est romantique, voire poétique. Tu pourrais écrire une chanson d'amour ou juste répondre à tes messages, c'est déjà bien. Côté travail, c'est 3 étoiles pour les poissons, ton imagination déborde, mais la réalité et les deadlines te rattrapent. Essaie de ne pas fuir dans la rêverie. Et pour finir, pour les poissons, santé, 4 étoiles, ton énergie revient, mais garde les pieds sur terre. Au moins un. Voilà notre astro matin de la semaine, ça fait plaisir. On y va tout de suite avec la Reco TV et série. Bien sûr. Ce que je vous recommande de regarder sur les plateformes et à la télévision cette semaine, c'est maintenant. On commence tout de suite avec la série House of Guinness, il n'y a pas de The. Première saison qui est sortie sur Netflix. On est à Dublin dans les années 1860-70, à la mort de Sir Benjamin Lee Guinness qui bouleverse le destin de ses 4 enfants, Arthur, Edward, Anne et Ben, qui héritent à part égale du royaume brassicole Guinness, tandis qu'ils luttent pour le pouvoir, l'identité, l'amour et la réputation de la dynastie. Ils s'engagent aussi dans les tensions politiques de l'Irlande coloniale, les intrigues républicaines des feignants, bon, c'est pas les vrais feignants, mais c'est autre chose, mais et les ambitions transatlantiques vers New York, voilà. Donc c'est des bonnes intrigues. Donc mon avis court, c'est mon avis là-dessus, c'est que House of Guinness est une série visuellement ambitieuse, sombre et stylisée qui mêle dynastie de pouvoir et drame intime avec la patte
Steven Knight. Elle séduit par son casting, ses décors luxueux et sa tension dramatique, mais pêche parfois pour une surabondance de clichés, un rythme inégal et des libertés historiques qui ont suscité des critiques, notamment en Irlande, hein, évidemment, quant à l'authenticité de l'accent des personnages ou des événements. Autre série que je vous recommande s'appelle Gen V, Génération V, on va dire. Voilà, c'est la saison 2 qui vient de sortir sur Prime Video. À Godolphin, Université, God You. La deuxième année universitaire s'annonce tumultueuse. Le campus est désormais dirigé par le mystérieux recteur Cypher qui impose des méthodes strictes et militarisées. Marie, Emma et Jordan doivent naviguer entre les pressions institutionnelles, les luttes internes et les révélations sur le nouveau programme secret tout en faisant face aux conséquences de la mort d'André et en subissant des tests moraux et physiques poussés. Et le pouvoir, la loyauté et l'identité seront mis à l'épreuve. La saison 2 de Ginevey confirme le potentiel du spin-off, hein, évidemment plus sombre, plus tendue et ambitieuse, et explore des thèmes assez forts, le deuil, l'autoritarisme et l'identité, tout en restant fidèle à l'humour noir et à la violence typique de l'univers de The Boys. Voilà. Globalement, une saison solide, parfois inégale, mais enrichissante pour les fans de l'univers, et une préparation convaincante pour les enjeux à venir. Autre série que je vous recommande s'appelle Nicolas le Floch. C'est une intégrale que je propose voilà, de 6 saisons sur Prime Video. Paris au milieu du... attendez, je compte les bâtons. 16, 17, 18e siècle, voilà, évidemment. Règne de Louis XV, Nicolas Le Floch, jeune commissaire de police au Châtelet, est placé sous les ordres de Monsieur Sartine, lieutenant général de police, confronté à ces conspirations, des complots de cour ou des meurtres mystérieux. Il va devoir faire preuve de finesse et de sang-froid et d'intégrité. À ses côtés, son adjoint Bourdeau et d'autres alliés loyaux l'assistent pour éclaircir les affaires les plus délicates. La série Nicolas Le Floch, séduit par sa constitution soignée du Paris du XVIIIe siècle, costumes, décors, dialogues, et par son alliance de polar et de politique d'ancien régime. Le personnage de Le Floch, incarné avec justesse par Jérôme Robart, se prête bien au dilemme entre loyauté et morale. Cependant, quelques épisodes souffrent de lenteur et d'intrigues un peu classiques, et il arrive qu'on note de petites libertés historiques ou de anachronismes cités dans certaines analyses de fans et critiques. Mais malgré tout ça, c'est un bon choix pour les amateurs de polar historique, d'atmosphère, d'époque et d'énigmes bien ficelées, bien sûr. Coucou Yano, comment tu vas toi? Moi ça va super, perso. Très content de vous retrouver comme chaque semaine dans Bonjour c'est Prisme, bien évidemment. Et puis évidemment, je termine toujours avec une petite mini-série à vous recommander sur les plateformes. Cette semaine, c'est Indocile, voilà, une mini-série de 8 épisodes sur Netflix. Dans la paisible ville de Tall Pines, l'académie Tall Pines, hein, évidemment, c'est un établissement pour adolescents en difficulté qui est tenu par Evelyn Wade, une directrice alors troublante lorsque deux jeunes filles, Abby et Leila, parviennent à s'échapper. Elles croisent le chemin d'Alex Dempsey, un policier récemment installé. Ensemble, ils vont tenter de dénouer les mystères et manipulations qui se cachent derrière les façades impeccables, et implacables aussi de la ville, évidemment. Du coup, la série Docile est une mini-série ambitieuse qui mêle trailer psychologique et mystère porté par une Toni Collette inquiétante et un casting assez solide. Sa force réside dans son atmosphère pesante et ses retournements consistants, mais l'équilibre dramatique est parfois fragile. Oscillant entre satire sociale et horreur intime, la série peut paraître parfois inégale, mais malgré quelques excès ou imprécisions, c'est un objet télévisuel intriguant qui reste accrocheur jusqu'au bout, évidemment. Ça pourrait aller mieux. Ouais, évidemment, je me doute, hein, comme tout le monde en soi-même. Hein. C'est vrai que on veut toujours espérer mieux, évidemment. C'est vrai. Qu'est-ce que je vous recommande à regarder à la télévision cette semaine? On va commencer déjà avec Le Jaguar. C'est un film peut-être pour vous
En tout cas pour moi, c'est vu et revu, mais j'adore toujours voir ce film et c'est ce soir à 21h05 sur Gulli. Voilà, c'est un chaman amazonien qui est invité à Paris pour promouvoir la sauvegarde de la forêt, qui entretient un lien assez mystique et inattendu avec François Perrin, un joueur parisien criblé de dettes. Quand le chaman amazonien perd son âme et qu'il croit transformé en jaguar, il contraint Perrin du coup à l'accompagner euh, en Amazonie euh, pour la retrouver, évidemment, cette âme. Ensemble, accompagnés de l'ethnologue Jean Campana, ils affrontent l'enfer de la jungle et les machinations du redoutable Coumaré. Le Jaguar, évidemment, est une comédie d'aventure typique du cinéma français des années 90, portée par un tandem insolite, Jean Reno et Patrick Bruel, évidemment, et un charme certain. Le film séduit par ses décors exotiques, ses situations cocasses et son côté buddy movie à la sauce mystique. Toutefois, il pâtit parfois d'un scénario convenu, d'un dosage inégal entre comédie et fantastique et d'un traitement un peu léger du thème écologique. En résumé, c'est agréable, un agréable divertissement, sans prétention mais attachant. Je passe des nuits horribles, donc bon. Je comprends. Je peux comprendre. Je passe des nuits pas faciles non plus en ce moment. Bon, certainement pour d'autres raisons hein, que toi, mais c'est pas simple non plus, évidemment. Autre film que je vous recommande, et c'est jeudi soir à 21h10 sur Novo 19, c'est Un ticket pour l'espace. Si vous aimez les films un peu con et tout ça, bah, je vous le recommande. Hein. C'est en 2005 pour rallier l'opinion publique du financement de la recherche spatiale. Le gouvernement organise un jeu de grattage nommé Un ticket pour l'espace. Deux gagnants civils embarquent à bord d'une navette avec deux spationautes professionnels et un scientifique. Mais une fois en orbite, les choses tournent mal. L'un des candidats, pardon, ayant triché pour obtenir son ticket, se révèle être un dangereux fou prêt à tout pour faire libérer son frère emprisonné. Un ticket pour l'espace est une comédie science-fiction qui mise sur le délire absurde, voilà ce que je vous parlais, les quiproquos et les références cinéphiles. Le film bénéficie d'un casting solide, un Canberra d'Olivier Barou, Guillaume Canet, Marlène Foïs, évidemment, mais souffre d'un certain manque de rythme et d'un humour un peu trop inégal selon les critiques. On y trouve des moments amusants, mais beaucoup d'efforts comiques tombent parfois à plat. Le film ne décolle jamais vraiment. Mais c'est plutôt sympathique à regarder quand même. Si vous l'avez jamais vu, pensez à le regarder. Évidemment, ça peut être. C'est drôle à voir une fois, mais pas deux. Voilà. Donc regardez-le, c'est sympa. Et après, on oublie assez vite. C'est bien, hein, si tu travailles un peu à Yano, ça te fait changer un peu d'air, évidemment, ça t'aère l'esprit, ça te change un peu. C'est bien. Autre film que je vous recommande, c'est vendredi soir à 21h10 sur TFX, ça s'appelle Moonfall, un film de 2022 qui est réalisé par Roland Emmerich, qui est un film de science-fiction catastrophe où la Lune quitte son orbite et fonce vers la Terre. Une ex-astronaute de la NASA, qui est interprété par Halle Berry évidemment, un ancien pilote, Patrick Wilson, qu'on connaît mieux dans les Conjuring par exemple. Et aussi un complotiste d'espace, John Bradley, qui se lance dans une mission désespérée pour sauver l'humanité, découvrant au passage que la Lune cache un secret inimaginable. Euh, Évidemment, c'est typique du style d'Emmerich, hein, évidemment, avec Independence Day de 2012 par exemple, qui cette fois-ci, Moonfall, en met plein la vue côté effets spéciaux, mais sombre vite un peu dans le grand n'importe quoi, c'est vrai scénaristique avec un spectacle généreux, les acteurs font ce qu'ils peuvent, mais l'intrigue mélange catastrophe, théorie du complot et science-fiction, farfelu, sans vraie cohérence. Bon, c'est un bon guilty pleasure pour les amateurs de désastres comiques, à condition de poser le cerveau à côté. Donc si vous aimez un peu ce genre de film, je vous le recommande, c'est vendredi à 21h10 sur TFX. Bon, c'est bien de travailler à la maison aussi, ça, c'est pas mal aussi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les Noces rebelles, c'est un autre film que je vous recommande, le dernier film que je vous recommande. C'est dimanche soir à 21h sur Arte. Dans les Amériques des années 50, c'est Frank et April Wheeler qui forment un couple apparemment parfait dans la banlieue du Connecticut avec deux enfants, une maison, une promesse et un avenir. Mais derrière les façades, chacun porte un lourd désarroi. Lui piégé par un travail sans passion, elle frustrée de ses rêves contrariés.
Et du coup, pour raviver leur vie, après, ils proposent une rupture radicale, tout quitter pour recommencer à Paris. Ce projet d'évasion va mettre à nu leur illusion et fragilité, entraînant leur relation dans une spirale tragique. D'ailleurs, Les Noces Rebelles, c'est une adaptation du film, enfin du roman, pardon, Revolutionary Road de Richard Yates, hein, voilà, évidemment. Les Noces Rebelles est une déchirante étude de couple portée par des interprétations puissantes, évidemment, de Kate Winslet et de Leonardo DiCaprio, pardon. Ça y est, j'ai la mâchoire qui se décroche. Le film brille par sa mise en scène élégante, son ambiance pardon, subtilement oppressante, sa lumière travaillée, mais son propos sombre et son rythme mesuré en rébuteront peut-être certains. C'est une œuvre forte, parfois dure à regarder, mais qui ne lâche pas ses personnages ni le spectateur face à l'immense poids des rêves brisés. Voilà les films et les séries que je vous recommande cette semaine. On continue tout de suite avec les audiences de la semaine dernière. Qu'est-ce qui a le mieux marché la semaine dernière? Et ben on va découvrir ça tout de suite dans Audimat. Alors, qu'est-ce qui a le mieux marché la semaine dernière à la télévision? Évidemment, on va commencer avec la moins bonne audience de la semaine dernière, enfin la moins bonne des 4 meilleures audiences. C'était vendredi dernier, le 3 octobre, avec sur France 2, Simon Coleman qui a réuni 3 529 000 téléspectateurs en réunissant près de 20% de part du marché, suivi derrière, comme d'habitude, par Masked Singer avec 2 662 000 téléspectateurs avec pas loin de 16% de part de marché. On avait ce que je vous ai recommandé la semaine dernière sur M6, Free Guy, avec 940 000 téléspectateurs avec 6% de part de marché. Ça a plutôt bien marché, c'était en 5e position des meilleures audiences. Les vendredi soir, on a toujours le Big Deal qui se stagne toujours à 340 000 téléspectateurs avec 2% de part de marché. On a aussi l'excellent film Ready Player One sur TMC vendredi qui a fait 289 000 téléspectateurs aussi également. Et sinon, la moins bonne audience de ce soir-là, c'était RMC Découverte avec l'Australie, la ruée vers l'or, avec 123 000 téléspectateurs avec moins d'1% de part de marché. Merci, c'est vrai que j'aurais boire parce que je parle quand même pas mal. Pour mardi 30 septembre, c'est la 3e meilleure audience. Et c'était évidemment la stagiaire, hein. Vous savez, on commence à avoir l'habitude, hein, la stagiaire qui est là chaque semaine évidemment. Et du coup, vu qu'on me paye à boire, je bois. La stagiaire, évidemment, qui a réuni 3 908 000 téléspectateurs avec 21%, un peu plus de 21% de part de marché sur France 3. Suivi par la série SWAT, évidemment, sur TF1, avec 2 106 000 téléspectateurs. On a eu sur M6 aussi mardi dernier, permis de conduire le Grand Est, 1 556 000 téléspectateurs également. Je vous avais recommandé la semaine dernière La Vie est belle sur Sister, qui a réuni que 330 000 téléspectateurs. Mais après, c'était un film qui a été énormément diffusé à la télé et qui est très connu évidemment, mais qui est très beau aussi. Donc c'est pour ça que les gens le connaissent et n'ont pas forcément voulu le revoir peut-être également. Et évidemment, ce qui a le moins bien marché, et d'ailleurs c'était la dernière soirée, c'était le dernier prime de Chérie 25 hein, avec Snapped, les femmes tueuses. Ils sont pas emmerdés, ils ont fait un prime time habituel, hein. C'était leur dernière soirée avant que ça se transforme en RMC Life, et leur dernière soirée a réuni que 111 000 téléspectateurs avec 0,60% de part de marché, ce qui est bah, nul. Voilà. Deuxième meilleure soirée de la semaine, c'était jeudi 2 octobre avec Enquête de famille. C'est une nouvelle série, je crois, de TF1 qui a réuni 3 947 000 téléspectateurs avec Bernard Lecoq et Clémentine Célarier avec 22% de part de marché. On a eu ensuite Envoyé spécial, par exemple, sur France 2 avec un peu plus d'1 million de téléspectateurs aussi également. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah non, on a eu que des choses habituelles. Et puis la moins bonne audience, évidemment, c'est Gulli, avec 121 000 téléspectateurs, avec The Middle. Voilà.
C'était ça jeudi. Et la meilleure audience, c'est très bien parce que je vous l'avais recommandé la semaine dernière. C'est Montmartre, évidemment, sur TF1, avec sa nouvelle série, évidemment, événement. Montmartre qui a réuni 4 135 000 téléspectateurs et qui a réuni pas loin de 22% de part de marché, ce qui est excellent démarrage pour une nouvelle série. Mais après, la promo était là, donc évidemment, ça a marché. Suivi derrière, évidemment, par. Je sais que je dis beaucoup de fois, évidemment, hein, je le sais, je l'ai remarqué. Sur M6, L'amour est dans le pré, avec 3 411 000 téléspectateurs, avec 18% de part de marché. Ce soir-là, on avait également le film Equalizer 2 sur TF1 Série Film avec 823 000 téléspectateurs. On a le film Taken aussi sur W9 avec 543 000 téléspectateurs. Le dernier film Thor sur TMC, Love and Thunder, avec 616 000 téléspectateurs. Et évidemment, voilà, encore une fois, évidemment, un reportage sur Bertrand Cantat sur ses stars qui a réuni que 176 000 téléspectateurs. Et c'est très bien comme ça. Bref, voilà ce que c'était Audimat la semaine dernière. On verra bien si Montmartre, qui est à nouveau diffusé ce soir, sera à nouveau premier. Sinon, on verra bien ce qui remplacera, évidemment. Évidemment. C'est parti pour de l'affiche. Voyons voir ce qui sort cette semaine au cinéma. Et c'est maintenant. Un peu de comédie française, un peu cette semaine. On commence avec C'était mieux demain qui sort mercredi. C'est une comédie de Vinciane Milro avec Elsa Zilberstein, Didier Bourdon et Mathilde Borgne. On est dans une petite bourgade française. Hélène et Michel et leurs deux enfants coulent des jours heureux dans l'insouciance des années 50, mais soudainement, ils sont propulsés en 2025. Le couple découvre un monde moderne à l'opposé de celui qu'ils connaissent, évidemment. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l'ombre de son époux, c'est une révolution, hein. Mais pour Michel, qui voit ses privilèges d'homme voler en éclats, c'est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d'antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. On continue avec le film Good Boy. C'est un film épouvante horreur trailer de Ben Leonberg. C'est un chien loyal qui comprend que les entités obscures menacent son compagnon humain. Et du coup, le courageux animal doit se battre pour protéger celui qu'il aime le plus, évidemment, donc son maître. Donc ça peut être sympa comme film. Autre film événement aussi, c'est Tron ARS. C'est un film d'action et science-fiction de Joachim Ronning. L'étonnante aventure d'un programme hautement sophistiqué du nom d'ARS, du coup. ARS, hein. Je sais pas pourquoi je dis ARS, hein, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Envoyer du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle. Donc voilà, ça peut être pas mal. C'est un gros film événement là. Et sinon, autre film dont j'ai entendu parler, mais il n'y a pas beaucoup de séances, mais si vous avez l'occasion de le voir pas loin de chez vous, allez le voir. Ça s'appelle Nouvelle Vague, c'est une comédie de Richard Linklater. C'est l'aventure de Godard. C'est l'histoire de Godard, Jean-Luc Godard, qui tourne à bout de souffle, racontée dans les styles et dans l'esprit de Godard, qui tourne le film à bout de souffle. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir, hein. Et puis voilà ce qu'il y a à l'affiche et ce qu'il y a le mieux cette semaine, hein. Évidemment, c'est pas énorme, mais c'est quand même sympa. Donc si vous voulez regarder ça, vous le regardez et ça fait plaisir également. Je vois qu'on est légèrement à la bourre, mais c'est pas grave. Ça va. Et on va parler de Formule 1 maintenant. Voilà, c'est parti pour le briefing du paddock. Je finis ma bouchée et j'arrive. Grosse bouchée. C'est à vous.
Le briefing du paddock, du coup. C'était très long. Je vais boire un coup parce que sinon, ça va être compliqué. On va parler évidemment de Singapour, la course d'hier. On va aller voir ce qui s'est le mieux passé, évidemment, hier soir à Singapour. Dans les conditions, évidemment, c'est extrêmement éprouvante. Hein. Vous savez, Singapour, il fait toujours très chaud. Chaleur intense, hein, évidemment. Forte humidité et piste capricieuse, évidemment. C'est George Russell qui a remporté le Grand Prix en partant de la pole. Derrière lui, Max Verstappen a tenu bon pour prendre la deuxième place devant Lando Norris. Malgré un bon début de course agité où les deux McLaren se sont accrochés, ils sont entrés en contact et du coup Oscar Piastri a dû se contenter de la 4e position. Cette victoire de Russell ne suffit pas de changer le cours du championnat pilote, hein. Elle marque une prestation brillante dans des conditions évidemment difficiles. Elle se déroule en parallèle d'une nouvelle majeure, hein, d'une autre nouvelle majeure, parce que McLaren du coup remporte le titre constructeur de la saison 2025, ça c'est sûr, c'est son 10e historique grâce au cumulé de ces deux pilotes. Donc voilà, on a déjà le champion constructeur cette saison, c'est McLaren et c'est fait. L'ambiance dans l'équipe était assez tendue, notamment après l'incident entre Norris et Piastri au départ. McLaren a dû gérer des choix stratégiques délicats, notamment le timing des arrêts au stand, hein, pour sécuriser les points nécessaires sans se ruiner face à Red Bull, la Red Bull de Verstappen. Malgré ces frictions internes, l'équipe a su quand même garder une cohésion suffisante pour atteindre son objectif. Et du coup, à l'arrivée, aucun abandon n'est à déplorer, ce qui est inédit pour ce Grand Prix quand même à Singapour. On signale toutefois quand même que Lewis Hamilton est sous enquête pour dépassement des limites de piste. Une sanction pourrait modifier son classement final et on va en parler justement juste après. Mais d'ailleurs, l'essentiel du coup, c'est que McLaren savoure son sacre, tandis que Russell ajoute une victoire éclatante à son palmarès et Verstappen conserve l'espoir dans la course du titre pilote. On continue avec la deuxième info qui est Ferrari évidemment avec Lewis Hamilton au Grand Prix de Singapour, hein, qui a été confronté à une défaillance tardive de ses freins alors qu'il se battait pour la 5e place face à Andrea et Kimi Antonelli. Et du coup, après avoir reçu la permission de son coéquipier Charles Leclerc pour revenir sur Antonelli, Hamilton est revenu dans le sillage, mais ses freins ont commencé à céder progressivement. Et du coup, il est sorti de la piste au virage 16 et des étincelles provenant de son frein avant gauche. Et du coup, dans les derniers tours, il a multiplié les sorties de piste pour couper les virages et dans le but de soulager ses freins et tenter de conserver sa position. Ces manœuvres ont suscité on va dire, enfin le mécontentement de Fernando Alonso qui a violemment critiqué à la radio, accusant Hamilton de rouler sans frein et de ne pas respecter les limites de piste. Les commissaires de course sont convoqués au motif d'une violation d'un article qui est l'article 33.3 du règlement sportif, l'accusant d'avoir quitté la piste de manière répétée, pour en tirer avantage. Et du coup, Hamilton a été sanctionné par une pénalité de 5 secondes, ce qui a entraîné son déclassement de la 7e à la 8e place et permis à Alonso d'hériter à la 7e place, évidemment. Les commissaires ont jugé que les explications liées au problème de frein ne justifieront pas l'infraction et la sanction a été appliquée sans contestation de l'équipe ni du pilote, évidemment. Troisième info du paddock, c'est Jason Button qui estime que les difficultés persistantes de Ferrari ne viennent pas simplement de la voiture ou de circonstances isolées, mais d'une culture interne menée par la peur de l'échec. Selon lui, cette crainte engendre un climat d'incertitude au sein de l'équipe, empêchant chacun, ingénieur comme pilote, d'agir avec audace ou confiance. Et du coup, il observe que cette attitude aboutit à des décisions trop prudentes, une répétition d'erreurs opérationnelles et une incapacité à innover dans les moments clés. Et pour Jason Button, cette rigidité se manifeste dans la gestion des qualifications ou des stratégies pneumatiques. Du coup, Ferrari multiplie les faux pas tactiques au lieu de prendre les risques nécessaires pour rivaliser. Le choix de Lewis Hamilton pour piloter aux côtés de Charles Leclerc aurait dû donner un nouvel élan, mais le manque de constance structurelle continue de handicaper l'équipe. Malgré un duo pilote qualifié et un encadrement de haut niveau, Ferrari reste la seule parmi les 4 top teams à n'avoir remporté aucune course cette saison. Et la quête d'un titre semble s'éloigner encore
un peu plus, évidemment. Et alors, on va aller parler évidemment du GP Explorer. Hein. C'était hier au Mans que s'est déroulée la troisième et dernière édition du GP Explorer. Une course automobile réunissant des influenceurs et vidéastes organisée par le youtubeur Squeezie. Devant quelques 80 000 spectateurs sur place et plus de 200 000 sur le week-end, l'Espagnol Carchez est sorti vainqueur de cette DER, on va dire. Il s'est imposé face à une vingtaine de personnalités du web sur le circuit des 24 heures du Mans. Une seconde place est revenue à la streameuse Catsup, ça c'est cool, tandis que Maxime Badgir complète le podium. Ce dernier a également été élu pilote du week-end par le public. Parmi les concurrents figuraient évidemment des grandes figures du web, un français et de la scène musicale aussi également, comme Amine, Mastube, Aguera, Cocotte, Magla, ainsi que les rappeurs SCH et PLK aussi également. La course a connu un démarrage chaotique. Dès le tour de formation, la voiture du rappeur SCH a subi une panne moteur entraînant une suspension de départ. Et après une interruption d'environ une demi-heure, l'épreuve a repris. Quant à Squeezie, eh oh, je te connais pas donc je décroche pas. Voilà. Du coup, après une interruption d'environ une demi-heure, l'épreuve a repris. Quant à Squeezie, du coup, il a terminé à pied, les larmes aux yeux, après une sortie de piste peu avant l'arrivée. L'édition 2025 avait des ambitions de dimension internationale, évidemment. Hein. 2 équipes d'influenceurs étrangers, américaines et espagnoles, avaient été invitées. Du coup, Carchez, pilote de l'équipe ibérique, avait déjà remporté l'épreuve sprint la veille sous une pluie battante. Le déroulé de ce week-end, a été conçu comme un événement à grand spectacle, mêlant diffusion en direct sur Twitch via les chaînes de Squeezie et d'autres influenceurs internationaux, et de soirées musicales avec des artistes comme Vald, Tiakola et Theodora aussi également. Et ça a été aussi diffusé en partie sur les chaînes du groupe France TV aussi, également. Dans ses propos, du coup, Carchez a dit être impressionné par l'ampleur du projet et souhaitait voir un concept similaire se développer en Espagne ou ailleurs. De son côté, le patron de Twitch était venu assister à l'événement et s'est dit ébloui par la passion de la communauté française. En clôture, cette édition de GP Explorer marque la fin d'une aventure mêlant sport, création numérique et spectacle. On continue tout de suite avec le top 5 de la semaine, évidemment. Hein, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il n'y avait pas eu de top 5 pour des raisons de travaux. Bon, la semaine dernière, on a pu faire quelques lives et du coup, quelques clips. Et du coup, voici le top 5 de la semaine. Ah, t'as dit pisser en le public? Vous n'êtes pas d'accord? On pisse pas ici! T'as pas compris? Du coup, je vais t'emmener avec. Calme-toi! Voilà. Oh mais oh. Tu me sors pas ton kiki dans la rue! Non mais oh! Heureusement qu'il y a... Qu'est-ce que c'est que ça? R19? لازم يكون الشمس بس في حاجة ضايعة منا. Ah mais j'ai un briquet! Évidemment c'est mieux avec le briquet! Non, trop loin. C'est du Niortais. On est à Niort. D'ailleurs, c'est le bruit des voitures quand elles passent trop vite. Niort. Bref. oubliez cela. Comment allez-vous aujourd'hui, chers amis, en pas mal. En ce mardi...
I can't believe it. Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him, Of course, man. Look me up when you get out. Voilà. C'est pas forcément très glorieux, hein, toujours. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on conclut notre émission du jour, de cette édition du 6 octobre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, avec moi surtout. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon lundi, une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour une nouvelle édition de nouvelles musiques et des infos meilleures, on espérera aussi également. Merci à vous d'être passé, d'être venu et puis voilà. Bon lundi, à demain évidemment pour un nouveau live à 11h et sinon à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Bonjour c'est Prisme. Des bisous tout le monde, merci à tous. Ciao.